Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Nous ouvrons ce journal par le Togo où depuis 2 semaines, le chef de l'État n'a pas été vu officiellement. Les rumeurs parlent d'un mauvais état de santé de Faure Gnassingbé, absent du dernier sommet de l'Union africaine. Ses proches démentent l'information sans toutefois présenter de preuves formelles. De Faure Gnassingbé, le président de la République réélu à la fin du mois d'avril dernier. En effet, le chef de l'État togolais a été vu officiellement pour la dernière fois le 5 juin dernier lors de son déplacement à Accra au Ghana où il s'était rendu pour témoigner son soutien aux rescapés de l'explosion de la station-service ayant fait 150 morts. Plusieurs médias estiment que Faure Gnassingbé est souffrant et peut être incapable de continuer à diriger le pays. Ils brandissent comme preuve l'absence du numéro 1 togolais au 25e sommet de l'Union africaine. Une absence remarquée puisqu'elle a réussi à s'aimer le doute dans la tête de ses pairs. Rien n'explique en effet l'absence de Faure Gnassingbé à Johannesburg le 14 juin dernier. Fraîchement reconduit à la tête d'un pays qui ne connaît pas d'incidents majeurs tels que la crise politique au Burundi ou une insurrection islamiste, le fils de Gnassingbé Yadema, qui n'est inquiété par aucun mandat d'arrêt international, aurait dû honorer de sa présence la récente rencontre des leaders en Afrique du Sud. Malgré les inquiétudes et les certitudes du peuple togolais au sujet de cette longue absence sur la scène publique pour un chef d'État en exercice, les proches de Faure Gnassingbé assurent que le président se porte bien. Le cercle des proches de l'homme fort du Togo estime que ces détracteurs sont des individus qui se ridiculisent car ils préfèrent affronter Faure Gnassingbé mort que vivant. Malgré la façade de sérénité affichée par l'exécutif, le seul démenti que pourraient apporter les fidèles de Faure Gnassingbé serait une sortie officielle du président de la République en pleine possession de ses moyens. Pour le moment, tous les scénarios naissent autour de la situation du locataire du palais de Lomé II. Nous quittons l'Afrique de l'Ouest pour parler de politique dans la région de la Corne de l'Afrique, en Éthiopie. La victoire écrasante du Front démocratique révolutionnaire pour les peuples éthiopiens. La coalition au pouvoir dans le pays depuis 1991 a remporté 546 des 547 sièges de députés. Un élément d'Abdulaziz Maïga. Véritable raz-de-marée pour la coalition au pouvoir en Éthiopie. Selon les résultats officiels des législatives du 24 mai rendus publics ce lundi, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, coalition de 4 grands partis qui dirigent l'Éthiopie depuis 24 ans, a remporté sans partage les 546 des 547 sièges de la Chambre des représentants du peuple. Aussi, le PRDF et ses alliés emportent la quasi-totalité des 1987 sièges des assemblées de 9 États composant la Fédération éthiopienne, laissant échapper seulement 21 sièges. Ces élections, les premières depuis la mort en 2012 du Premier ministre Meles Zenawi, étaient jouées d'avance dans un pays au régime autoritaire et verrouillé, laissant peu de place à l'opposition et aux critiques. Si le président de la commission électorale s'est félicité de la forte participation et du déroulement harmonieux du processus électoral, le parti Zemayawi, l'un des principaux partis de l'opposition éthiopienne, rejette le processus électoral, qualifiant les résultats de malsains et non démocratiques. Toutefois, les critiques restent modérées car l'Éthiopie est considérée par les Occidentaux et les États-Unis comme un allié clé dans la lutte contre l'extrémisme islamiste dans la Corne de l'Afrique. Le pays fournit plus de 4000 soldats à la force de l'Union africaine qui combat les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda en Somalie. Ainsi, le président américain Barack Obama est attendu le mois prochain à Addis Abeba lors de sa tournée Est-Afrique. Dans le volet environnement de cette session d'information, la République démocratique du Congo entend limiter la déforestation dans la province du Katanga afin de freiner l'expansion de la savane. C'est cela en quoi consiste le planning d'acacia récemment mené près de la ville de Lubumbashi dans le cadre du projet AFODEC. Le projet va à long terme fournir du bois aux populations et subvenir ainsi à leurs besoins. Un élément de Maria-Jeanne Gono. Au milieu d'un paysage dénaturé, à quelques kilomètres de Lubumbashi, dans la province du Katanga, se dresse une étendue de jeunes acacias. Ils ont été plantés dans le cadre du projet AFODEC pour limiter la déforestation causée par les populations dans leur quête incessante du bois pour du charbon. L'agglomération compte aujourd'hui près de 2 millions d'habitants. L'avantage que nous avons avec ce projet, c'est qu'il nous a replanté les arbres et nous allons les utiliser pour fabriquer encore du charbon, car on n'avait plus d'arbres ici. C'est un grand avantage pour nous. Les objectifs de ce projet sont multiples, explique Emmanuel Bouvolo, représentant en RDC de l'ONG française de développement GRET et chef du projet.
Protéger les forêts naturelles de la déforestation, produire des vivres dans un pays qui en a bien besoin et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. Le principe, c'est de planter de l'acacia, de proposer de l'agroforesterie aux paysans de la zone. Et cet acacia, au bout de 10 ans, va fournir un charbon de bois de très bonne qualité. En parallèle, comme c'est de l'agroforesterie, les paysans plantent des cultures vivrières comme le maïs principalement. Et ça permet d'assurer leur subsistance et aussi de fournir le marché du Katanga qui en a bien besoin. L'exploitation, qui est à sa 2e année, permet aussi de préserver les terres agricoles face à l'avancée de la ville. 30 familles ont participé à la première phase et 120 autres vont être associées au projet. Dans la rubrique 7 en plus du journal de 20h, il y a quelques heures, il était question de l'invisibilité du président togolais Faure Gnassingbé, qui est à l'origine de beaucoup de scénarios. L'opposition estime que le président est malade et dans l'incapacité de diriger le pays. Pendant ce temps, les proches du chef de l'État disent que l'intéressé se porte bien. Nous avons abordé cette question donc au cours du 7 en plus et la rédaction de Canal 7 a essayé de se faire un avis sur la question. Oui, Alabaka, bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau et de regarder avec attention cette rumeur qui circule dans les rues de Lomé et qui a débordé effectivement en dehors des frontières togolaises. Sur le continent, on parle de l'absence sur la scène publique de Faure Gnassingbé. Est-ce qu'effectivement Faure Gnassingbé, depuis un peu plus de 2 semaines aujourd'hui, n'est pas apparu en public? Nous avons vu Faure Gnassingbé très actif pendant le mois d'avril, pendant les semaines de campagne pour la présidentielle. Nous avons vu Faure Gnassingbé lors de l'investiture. Nous avons vu Faure Gnassingbé les quelques jours qui ont suivi sa prise de fonction en tant que chef d'État réélu du Togo. Et la dernière fois, c'est une information vérifiée, la dernière fois que Faure Gnassingbé, le président de la République du Togo, a été vu officiellement, c'était le 5 juin dernier au Togo, après le drame qui a coûté la vie à 150 personnes. Donc depuis le 5 juin dernier, le président togolais est invisible de tous les radars en Afrique et même dans son pays et même sur le continent africain. Alors son calendrier, son agenda ne lui permettait peut-être pas de participer à ce 25e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Est-ce qu'il faut nécessairement interpréter son absence comme une incapacité physique à pouvoir participer à cette grand-messe des chefs d'État africains? Je n'ai pas la prétention de connaître l'agenda entier du chef de l'État togolais parce que je ne suis pas un de ses proches, mais je me dis en tant qu'observateur que rien n'empêchait matériellement Faure Gnassingbé de se présenter au sommet, au 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a désisté. Nous savons que l'Égypte n'est pas dans la quiétude la plus complète, dans une situation sécuritaire qui pourrait permettre à un président de la République de s'éloigner du pays pendant une longue période. Nous savons que le président du Ghana, M. Dramani, a refusé de se rendre en Afrique du Sud à cause de toute cette configuration où 150 personnes ont perdu la vie après une explosion qui était due à des inondations. Mais rien n'explique en fait l'absence de Faure Gnassingbé. Le pays va relativement bien. L'opposition a grondé pendant les quelques jours qui ont suivi l'annonce des résultats des élections, mais depuis quelques semaines, elle s'est tue. Le président Faure Gnassingbé n'est pas comme Béchir, poursuivi par la Cour pénale internationale, qui donc pouvait craindre d'être arrêté en Afrique du Sud. Donc il n'est pas comme Pierre Nkurunziza. Il n'est pas comme Pierre Nkurunziza qui a peur et qui à n'importe quel moment pense qu'on peut lui refaire un autre coup d'État. Donc toutes ces choses-là que je viens d'énumérer, toutes ces raisons qui ne constituent pas le cas du président Faure Gnassingbé ne font qu'asseoir l'idée qu'il aurait un empêchement qui serait autre qu'un empêchement administratif. Alors de ce point de vue, comment l'opposition togolaise peut se comporter quand elle voit que son principal challenger, c'est-à-dire le président de la République, n'est pas présent sur la scène politique? Est-ce que ce retrait de la scène politique pour Faure Gnassingbé peut constituer, je veux dire,
un tremplin pour l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une gêne pour les proches de Faure Gnassingbé, le fait qu'il ne soit pas vu depuis plusieurs semaines aujourd'hui? Mais pour l'opposition, c'est une aubaine parce que ça leur donne la possibilité d'attaquer, ça leur donne la possibilité de dire tout et je veux dire ainsi n'importe quoi. Parce que même si les allégations que vous proférez ne sont pas fondées, ne sont pas vraies, ce sont des leaders d'opinion et les choses qu'ils déclarent ont forcément un impact sur les populations qui sont également hostiles au président de la République. Donc l'absence de Faure Gnassingbé sur la scène publique est une aubaine, comme je viens de le dire, pour l'opposition qui va créer tous les scénarios possibles de sa mort en passant par une maladie, un cancer. Ils vont parler d'un peu tout pour essayer de pousser le peuple peut-être à changer d'avis, à demander l'apparition publique du chef de l'État. Forcément, comme vous venez de le dire, pour les proches, le cercle rapproché du président de la République, c'est un peu embarrassant. Parce que si ce qu'on reproche souvent à beaucoup de leaders, si le leader lui-même ne prend pas les choses en main, forcément son entourage, il est influencé par son entourage est beaucoup plus préoccupé par la situation que peut-être lui-même parfois. Donc l'absence, le retrait de la scène publique de Faure Gnassingbé embarrasse au plus haut point naturellement. C'est ce que j'estime, ses proches, parce que au vu des déclarations que j'ai pu lire ça et là, ils font déjà état d'une bassesse de l'opposition qui préfère affronter Faure Gnassingbé mort que vivant. Donc c'est déjà des invectives comme ça qu'ils lancent aux opposants, certainement pour se protéger. Et nous allons suivre dans les jours et les semaines à venir les réactions de l'opposition et le comportement du cercle de Faure Gnassingbé. Uriel Baga, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est donc ainsi que se referme cette session d'information. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.